Costa Concordia. Bonsoir à tous, bonsoir, 8e émission du Bistrot d'Allélusque ce soir, 8e émission un peu plus tard que d'habitude, donc 9h au lieu de 20h30. Bon, il a fallu qu'on digère un peu la quantité de boissons que nous avons utilisées pour fêter la victoire au derby. Le 8e émission, pendant lesquelles nous reviendrons bien sûr sur le match de dimanche soir. Ensuite, nous parlerons des prochains matchs du LOSC. Le match contre Prague jeudi soir, ainsi que le match de Nice dimanche prochain. Pour parler de tout ça, nous avons bien sûr des invités. Alors, on va commencer par l'habitué à chaque semaine, hein, Georges. Bonjour Georges. Bonjour François, bonjour à tous. Alors, nous avons le retour des deux Christophe. Alors, comme d'habitude, je vous présente d'abord Christophe C, qui revient parmi nous. Bonsoir François, bonsoir à tous. Nous avons Christophe D, qui est également présent. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Et nous avons, alors, il faut souligner le courage qu'il a de revenir ce soir. Hein. Nous avons Pascal de Lançois Online qui est venu nous voir, nous faire une petite visite pour débriefer du match. Bonsoir Pascal, comment vas-tu ? Bonsoir à tous. Voilà, et bien sûr, aux manettes, toujours Arnaud qui s'occupe de toute la technique de l'émission. Bonsoir Arnaud. Bonsoir tout le monde. Alors, vous connaissez le principe de l'émission, une émission faite par des supporters qui donnent la parole aux supporters, les intervenants qui viennent ici ce soir en direct. Hein. Et bien sûr, vous pouvez interagir en direct sur le chat de l'émission, sur le compte Twitch. Et vous pouvez également réagir sur le Facebook du groupe Allélusque, sur lequel est diffusée l'émission en direct. On commence par cette première partie. Qu'est-ce que c'est que ce match ? Le derby. Alors, on a appelé ça lance éparpillé façon Pulse avec un point d'interrogation, un petit clin d'œil à Audiard. On va faire un petit tour de table pour voir comment chacun a vécu ce derby et on terminera par Pascal pour prendre de ses nouvelles. Alors, qui veut commencer ? Christophe D. Je te sens partant. Ouais, moi, c'est à la réponse, je répondrai oui. Je pense qu'il y a eu 15-20 minutes où c'est parti d'un but à l'autre, mais sans vraiment de danger de notre côté. Et ensuite, quand Lille a mis la main sur le match, il n'y a pas vraiment eu de match, en fait. Surtout le but en début de deuxième mi-temps a tué le match, avec un Bamba qui avait quand même 10 mètres devant lui pour pouvoir contrôler et marquer dans le but vide. Mais non, il y avait le cas, non, c'est vrai. Non, mais donc, c'était... Voilà. Non, mais c'était... je pense que ce but en début de deuxième mi-temps a tué le match. Il n'y avait déjà pas beaucoup de matchs en première mi-temps, mais ça a tué complètement le match. Puis après, les aléas du match avec les cartons rouges qui ont fait que le match il s'est terminé comme ça, mollement, quoi. Alors, Georges, qu'en penses-tu ? Le cas n'a pas su dompter les dogs ? Non, manifestement pas. Enfin, ça n'a pas été suffisant. Moi, c'est même pas éparpillé façon Paul. C'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière. J'imaginais quand même Lens dans sa dynamique, même si on voyait que c'était limité. Il y avait moyen d'avoir une opposition. Et en fait, il n'y en a pas eu. 5 minutes à tout casser. Mais moi, j'ai été surpris vraiment par le décalage et l'écart, quoi. Par moments, j'ai l'impression de voir un match entre une équipe pro et une équipe de PH. C'était...
Et même les 2 expulsions, je crois qu'elles sont vraiment inhérentes, c'est-à-dire à tout le décalage en termes de qualité technique qu'il y avait entre les 2 équipes. C'est-à-dire que les 2 cartons rouges proviennent de ça. Sans doute le fait qu'il a fallu compenser par un excès d'engagement, je veux dire, toutes ces lacunes qui étaient évidentes. Et ouais, les Lillois ont joué leur football, ont parfaitement récité leur gamme, et face à eux, il n'y a jamais eu d'opposition, quoi. Christophe C., tu as le même avis? Tu as été surpris de la différence de niveau entre les 2 équipes? Un petit peu. Vu le début de championnat du Racing, je m'attendais quand même à mieux. Là, on a vraiment eu une équipe qui a été dépassée, comme tu disais, Georges, techniquement. Enfin voilà, on a vu leurs limites ce week-end. Physiquement, ils sont rentrés un petit peu dans le match, mais pas d'agressivité déplacée, rien du tout. Je m'attendais à un vrai combat et finalement, on n'en a pas eu vraiment. Il y a eu 2 gestes malheureux, je pense, plus que méchants, qui entraînent les cartons rouges, si on revient tout de suite là-dessus. Mais oui, surpris de la différence d'écart technique. On a vraiment eu affaire à une équipe de stagiaires de Ligue 1, j'ai eu l'impression, dépassée vraiment par la vitesse et la technique. Alors, la parole est à la défense. Pascal, la semaine dernière, on vantait finalement la qualité de l'équipe lensoise, en tout cas de ses résultats. Souvent, on mettait en avant la qualité aussi de sa défense. Et là, on a été vraiment très surpris finalement de la facilité avec laquelle Lille a dominé le match. Comment tu vois ça, toi, du côté de Lens? Écoute, vu de l'extérieur, alors c'est le premier match de Lille que je voyais, hein. J'étais impressionné, je dirais, par le jeu lillois, en fait, hein. Faut bien l'avouer. Je trouve que Lille a fait une grosse prestation. Peut-être que vous allez me contredire, hein, vous me direz que c'est pas leur meilleur match de la saison, mais je trouve qu'ils ont fait un gros match. Puis à côté de ça, on a Lens, malheureusement, on savait qu'il y avait 2 titulaires en puissance qui allaient nous manquer. Et ils nous ont bien manqué sur ce match-là. Donc, on a commencé par la défense centrale avec l'absence de Medina. Il a été remplacé pour l'occasion par Radovanovic. Effectivement, pas de bol. On a parlé du deuxième but tueur. Radovanovic touche le ballon du bout du pied, mais n'arrive pas à l'intercepter. Et c'est Bamba, hein, qui marque le deuxième. Il est tout seul derrière pour mettre le deuxième, qui a mis fin au match. Et puis devant, Ganago, on a bien vu, je dirais, Kakuta, qui était orphelin en fait, hein, à la tête de l'équipe lensoise. Et Corentin Jean a été complètement absent des débats, quoi. Donc voilà, partant de là, c'était déjà difficile. Et puis, je pense qu'il faut souligner aussi, je dirais, tactiquement, et j'ai bien aimé l'analyse de Galtier, je dirais, après match, et je pense qu'il a bien analysé le jeu. C'était d'abord empêcher l'équipe lensoise de sortir proprement le ballon, avec un premier rideau défensif qui empêchait les défenseurs de trouver tout de suite les milieux et développer le jeu. Puis Kakuta qui a été mis sous l'éteignoir sur ce match-là. Alors Kakuta, on essaie de comprendre, c'est son plus mauvais match, hein, depuis le début de saison, alors qu'il a été étincelant depuis le début de saison. Donc à cela, on essaie de trouver peut-être, est-ce que c'est la fatigue accumulée depuis le début de saison, mais on le fait jouer 70 minutes par match. Est-ce que c'est la tactique qui a été mise en place par Galtier? Je pense que ça y est pour beaucoup. Et puis à côté de ça, il est papa depuis une dizaine de jours. Donc est-ce que le manque de sommeil a aussi joué sur sa prestation? Voilà, donc pour moi, on a vu une grosse équipe de Lille. On a vu Lens qui est en deçà, qui a fait son plus mauvais match depuis le début de saison. Et voilà, l'addition, elle est lourde, mais logique. Alors, il faut saluer aussi le schéma tactique. Alors, c'est dit sans aucune ironie, hein, le schéma tactique de Lens, de l'entraîneur de Lens, qui, malgré finalement la différence présumée de niveau, n'a pas joué l'autobus devant Lille et a plutôt essayé de construire, d'aller de l'avant, même si au final, ça n'a pas été finalement une bonne chose pour eux. Qui veut rebondir là-dessus? Ça, c'est un peu c'est la philosophie, hein, de Franck Hayes, hein.
voilà, on s'en est pris 4, et ben tant pis. Hein, voilà, on a un match à préparer maintenant, c'est Nice, et voilà, on passe à autre chose. Mais je dirais Si contre je peux me Paris, permettre, Nice, c'est Lille. Tu sais, tu viens d'être converti. Nice, c'est l'adversaire prochain de Lille. Je crois que c'est Nantes, Roland. euh, pardon. C'est bon, on l'a eu. On l'a eu, ouais. Bienvenue. Tu vois, il suffisait de venir une fois au stade Pierre-Mauroy voir un match de Lille pour être conquis. Ouais, j'éviterai l'avant-match alors. Voilà, c'est ça. On remarque que l'avant-match en ce moment, c'est assez calme. Christophe D, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Sur Ouais, moi, je veux bien. Moi, ce que je trouve, on a un joueur qui est en feu depuis le début de saison, c'est Bamba, quoi. Je sais pas si vous avez vu, au bout de la 20e minute de jeu, il a commencé à prendre le ballon, à venir jouer. Même il était sur l'aile gauche, il nous jouait au centre. Il a commencé à accélérer le jeu. Et je trouve que ce joueur-là, il est quand même il est assez étonnant. Parce que, vu l'année passée, je pouvais m'en moquer en disant bon, voilà, Bamba, il y a des fruits, mais c'est pas trop, mais tout ça. Mais du coup, là, je trouve qu'il est vraiment bien. Et quand il a pris la main sur le jeu, je veux dire, au niveau de Lens, j'ai eu du mal à comprendre comment il jouait au milieu de terrain. C'est vrai qu'Akuta, il y avait souvent des prises à deux, donc il ne pouvait plus jouer. Et les autres derrière, je ne les ai pas trop vus, quoi. Je ne sais même pas trop leur nom. Donc, mais voilà, donc je trouve que oui, en effet, lorsque Lille a réussi à prendre la main sur le jeu, avec Bamba qui était, je trouve vraiment Bamba en feu, vraiment, vraiment bien. Et puis, bon, un Arroyo remuant, mais voilà. Je pense que Lille a complètement éteint Lens. Et je connais pas Lens, mais je sais qu'il manquait 5 joueurs, je crois, hein, ce que j'ai cru voir dans la presse. Donc, je pense qu'une équipe qui vient de remonter comme ça, tu dis 3, Georges? J'en ai vu 5. Pascal, il serait peut-être plus fort. Voilà, il manquait 2 gros titulaires, quoi. Medina en défense et Ganago devant. Non, je pense que là, il y avait vraiment une classe d'écart. Il y avait 2 classes d'écart entre les 2 équipes et effectivement Bamba, enfin moi je l'ai trouvé, c'est le premier match que je voyais de lui, je le connaissais pas ce joueur avant le derby. Faut dire que l'année dernière on s'intéressait qu'à la Ligue 2, donc et je l'ai trouvé époustouflant, quoi. Et effectivement à chaque fois qu'il prenait le ballon, enfin je dirais, il faut souligner aussi je dirais ses partenaires qui étaient démarqués, c'est-à-dire qu'il emmenait le ballon, il avait 2-3 possibilités à chaque fois, quoi, et on a pris l'eau, c'est clair. Ouais, et puis Renato Sanchez, il a mis 20 minutes à monter en jeu, mais au bout de 20 minutes, il était quand même extraordinaire. Il a écrasé aussi. Enfin, voilà. Je pense que vraiment, comme tu disais, Pascal, je pense qu'il y a un écart de niveau, et je pense que Lens a voulu la jouer un peu comme Lille l'a joué quand il est remonté, c'est-à-dire on joue sur nos valeurs, c'est-à-dire la solidarité, et on y va, sauf que nous, Lille, on jouait plus bas. Ça, c'est la différence. Je pense qu'on n'a pas l'équipe pour jouer la défense, quoi. Franck Hayes avait jeté les bases en début de saison, en disant aux joueurs, bon, qu'est-ce qu'on fait, on met un bus devant le but pour chaque match, ou on essaie de jouer sur nos qualités et on s'en prendra, quoi. Mais l'idée, ça sera d'en mettre un de plus que l'adversaire. Ça a marché jusque-là, et puis là, je vous dis, moi je pense qu'on est tombé sur une grosse équipe de Lille, à vous de me dire. Et puis nous, un peu en deçà, et voilà, ça fait 4-0. On avait un deal la semaine dernière, on avait dit vous perdez le match et ensuite vous reprenez une série de 4. Donc on a réalisé la première partie du deal. Christophe C, alors toi aussi, Bamba, un but, 2 passes décisives, et quelle passe décisive d'ailleurs, notamment sur le dernier but. C'est l'homme du match, Jonathan Bamba? Ah oui, je crois que c'est clairement l'homme du match, mais au-delà de ça, moi j'aime pas sortir forcément un joueur. Je pense que la ligne d'attaque a été très très bonne. Ça a beaucoup bougé devant. Alors, mon ami canadien n'a toujours pas marqué, mais je pense qu'il a fait un de ses meilleurs matchs dans le déplacement. Georges n'a pas l'air. Non. Mais bon, je pense que les 2 attaquants ont fait un gros boulot devant. Ça a beaucoup aidé Bamba aussi. On le voit sur les buts, les décalages avec la défense centrale qui n'a pas forcément l'habitude lensoise de jouer ensemble ont été énormément joués, embêtés sur le match de dimanche. Ouais, Bamba forcément très très bon, mais moi j'ai été assez content de toute la prestation des attaquants. Devant, c'était vraiment top, quoi. Georges, tu rejoins un peu cet avis? Oui. Non, ce que je voulais dire pour David, si j'étais en partie d'accord, mais j'ai trouvé qu'il y avait encore un mieux, mais
Je trouve qu'il n'est pas encore au diapason de l'équipe. Il rate quelques trucs. C'est sur sa première échappée. On voit que c'est pas encore ça. Il fait une très bonne entame, je trouve. Et après, il était un peu rattrapé, peut-être par le manque de réussite, par le manque de. Mais bon, globalement, c'est quand même. On sent que ça vient. Alors Bamba, évidemment, flamboyant, comme il est depuis le début de la saison. Alors, pour répondre à Pascal, moi, il y a une analyse qui était faite assez sympa à propos de cette équipe de Lille, par un ami marseillais, j'en ai, qui m'a dit finalement le match de Lens, c'est la copie conforme du match de Marseille, à une différence près, c'est Mandanda. Et je pense qu'à Marseille, on devait aussi revenir avec une valise pleine. Donc depuis le début de la saison, il y a une montée en puissance. Et il y a vraiment des choses qui se passent. Moi, je voudrais revenir aussi sur un qu'on n'a pas cité, sur le premier but, qui fait encore preuve d'une intelligence inouïe. C'est Mister Yilmaz, Bourrat, qui se positionne hors jeu. Enfin, ce type-là, c'est la malice même. Me dit que j'ai joué défenseur dans mes jeunes années, j'aurais pas aimé avoir ce type-là au marquage, Donc, et puis Renato Sanchez. La question qui se pensait sur le manque de rayonnement Kakuta, j'ai vu l'opposition, les duels. Sanchez, même s'il y a une petite montée en puissance, comme le disait Christophe, il a été rayonnant. On a été les maîtres du milieu. On a maîtrisé partout, mais le milieu de terrain, ça s'est énormément joué. André et Sanchez ont été costauds, l'un dans son rôle de sentinelle et Sanchez en box-to-box. Je crois qu'il est en train de monter en puissance de un tir absolument impressionnant. Je pense que vraiment ce qui fait la solidité de l'équipe, c'est aussi, on n'a pas encore parlé des deux défenseurs, mais ces deux-là aussi. Alors, concernant Jonathan David, Christophe Galtier reste très protecteur avec le joueur. Il fait un peu comme avec Bamba l'année dernière. Il continue à le faire jouer titulaire malgré l'absence de résultats. Je crois que c'est vraiment volontaire parce qu'il ne veut pas le casser. Puis en plus, avec les résultats de Lille, ça permet finalement que tout le monde conserve une certaine patience avec son démarrage qui est un peu laborieux. Mais je le rappelle à chaque fois, Jonathan David, il n'a pas fait de match de préparation avec la Gantoise, parce qu'il était en cours de transfert. Il n'a pas joué depuis le mois de mars. Et forcément, il doit s'adapter à sa nouvelle équipe. Alors, chez Yilmaz, avec l'expérience qu'il a, ça se fait plus rapidement et on voit qu'il monte en puissance et qu'il peut maintenant devenir décisif. Ça fait 3 matchs qu'il marque. Sur Jonathan David, on reste effectivement sur un jeune joueur qui doit faire ses preuves, mais il faut vraiment lui laisser le temps. Et je pense que à la fois le coach Galtier, à la fois les dirigeants, on voit même des techniciens qui étaient au LOSC avant, comme Jean-Michel Vandamme, qui sont très protecteurs dans leurs commentaires. Je crois qu'il faut vraiment leur laisser le temps. On a parlé de l'attaque, on a parlé du milieu de terrain. Est-ce qu'on peut juger la défense de Lille sur un match comme celui de Lens ? Oui, non, mais c'est vrai. On peut dire, comme depuis le début de la saison, la charnière centrale Botman-Fonte, c'est du costaud. Hein. Il n'y a rien à dire. Je sais pas qui va savoir les passer. On verra peut-être jeudi prochain en Coupe d'Europe ce que ça va donner. Mais là, je pense que aucun Lensois pouvait passer cette défense-là. Hein. Même ceux sur les côtés, avec Zelik qui était excellent aussi, et Bradavic aussi, il n'y a rien à dire. Hein. Après, je reviendrai sur des petits messages qui sont déjà sur le chat de Twitch. Cash qui dit bravo à Pascal pour sa lucidité et surtout de revenir au bistrot après une déculottée. Déjà d'une part. Et après, il y a Rico. Il n'y a pas de bière. Voilà, en plus. Il y a quand même Rico aussi, Rico6231 qui dit David pour le moment est meilleur sans le ballon qu'avec. Un peu, c'est vrai, comme Bamba l'an dernier. Et c'est vrai qu'on peut pas dire, il se défend bien sur le terrain, mais pour l'instant, la finition, c'est pas ça. David, il est sur un but à Strasbourg, il est sur un but la contre Lens, ça commence à venir. Son passement de blanc sur le but de Bamba, il est bien joué, quoi. Oui, est-ce que c'est fait exprès? On sait pas, mais bon. Je pense que si. Je pense que si parce qu'il peut pas la jouer, il fait semblant de la jouer. À Strasbourg, sa fin de centre avant de centrer à Renato, voilà, ça commence à venir quand même. Non, c'était plus, comme je dis,
David, c'est pas du tout le procédure parce que je pense que ça monte en puissance, ça y arrive. Comme tu dis, je pense qu'il y a aussi le temps de se remettre sur la condition physique. Et je pense à son premier raid, c'est assez emblématique d'un joueur qui n'est pas encore au top physiquement parce on sent qu'il y a un potentiel surtout. Je pense qu'on sent qu'il y a un truc qui va émerger de là qui peut être absolument énorme. Mais évidemment, on n'y est pas pour l'instant. Je pense qu'en effet, si on regarde le déroulé des matchs et l'influence qu'il a, il s'est passé des trucs avec lui, mais je pense qu'il peut se passer beaucoup plus, quoi. Il a une base physique, on sent qu'il a une capacité technique énorme, mais on a l'impression que physiquement, en ce moment, c'est pas encore ça, quoi. Pascal, tu voulais dire quelque chose? Ouais, non. Je vais vous parler de la défense. Voilà, effectivement, ça a l'air très solide, je dirais, en défense centrale. Après, les gars n'ont pas été sollicités parce que simplement, on n'a pas passé le milieu. Kakuta, il y a eu une demi-opportunité sur le tir de Kakuta qui l'écrase. C'est une balle de un partout, ou peut-être qu'au lieu de tirer en mettant dans l'axe à Sotoka, voilà, il y aurait peut-être plus de chances d'égaliser. Mais je dirais la défense centrale n'a pas été sollicitée et ce qu'elle avait à faire, elle l'a bien fait. Est-ce que quelqu'un veut rajouter sur le côté sportif du derby? Parce que je voudrais évoquer l'ambiance. Alors l'ambiance, bien évidemment, pas au stade, parce que forcément il y avait personne. Alors c'est très frustrant pour tout le monde, pour les supporters lillois. Excuse-moi, à la télévision, j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance. Oui, alors j'ai jamais entendu une telle ambiance. On a un rapport au nombre de supporters, bruit et chants dans la tribune qui est remarquable, c'est vrai. Donc au début, j'étais un peu surpris parce que je croyais que ce bruit de fond en fait était fait par les télévisions, mais apparemment c'était diffusé dans le stade, si j'ai bien lu. C'est tout, c'est les circonstances particulières qui font que on utilise certains artifices. Mais je te rassure, tu viens pas souvent au stade Pierre-Mauroy. En temps normal, on n'en a pas besoin. Alors, je voulais parler de l'ambiance, bien sûr pas au stade, mais avant. On avait parlé la semaine dernière, comme quoi finalement c'était assez calme. Il y avait juste des hostilités qui avaient été lancées par l'envahissement de Luchat. Par des supporters lensois qui avaient piqué un drapeau et installé un autre. Comment vous avez trouvé cette ambiance sur le net? Alors, côté lillois, qui veut prendre la parole? C'était assez calme. Il y a eu un côté frustrant, surtout après le match, où je m'étais dit, j'espérais quand même avoir des commentaires lensois qui puissent arguer de la réalité. Et il y avait quelque chose d'assez étrange, presque décevant. C'est que finalement, c'était un constat d'impuissance et le fait d'admettre que voilà, il y avait deux classes d'écart. Alors que j'espérais avoir des mecs qui vont me dire putain, il y a eu 2 expulsés, c'est l'explication de la déroute. Il n'y a pas eu ça. Il y a eu ce manque de mauvaise foi qui m'a un peu frustré, quoi. Ça manquait. Alors j'ai envie de dire, mais défendez votre cause, accablez pas vos joueurs. Faut vous en prendre à l'arbitre, faut absolument non. Non, enfin plus sérieusement, j'ai un peu l'impression, mais ça perdurait déjà lors des derniers derbys. Je me souviens quand on gagnait 1-0 sur le but de Hazard, les Lensois étaient heureux parce que c'est l'époque où on gagnait tous les matchs 4-0 l'année avant le titre, et les Lensois étaient heureux d'avoir quitté le stade sans avoir pris une trempe, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu la nostalgie des derbys qui étaient vraiment serrés, disputés. Donc, est-ce que ça va casser la magie? Je ne sais pas. Mais peut-être le faire revivre d'une façon ou d'une autre, quoi. Alors, Pascal, sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé les Lensois beaucoup plus agressifs que les Lillois. Alors, je ne sais pas si c'est une vision qui est faussée par ma casquette de supporter lillois. Comment tu as vécu ça, cet avant-match sur le net? Alors écoute, moi les réseaux sociaux, moi je suis très peu présent. Enfin, je l'étais à une époque sur Facebook. Je suis essentiellement présent sur Twitter. Et le mot d'ordre, on va dire, au niveau de ce qu'on appelle la team Lens, c'était de toute façon, on n'était pas en position de faire les fanfarons. Et voilà, on restait le promu. Et l'idée, voilà, le retour de Karma,
ça va, on s'en est pris quelques-uns ces dernières années, donc c'était la jouer discretos, et puis simplement observer, screener, pour ressortir éventuellement le cas échéant si on avait fait un résultat dimanche. Donc dimanche, comme disait c'est Georges, au lieu de garder nos screens, on les a mis à la poubelle et on est passé à Lens-Nantes. C'est une sage solution. Avant le match, je pense que l'entraîneur lensois avait lu une lettre venant des supporters, je crois, à ses équipes. Alors moi, j'ai découvert parce que tu me l'as envoyé tout à l'heure. J'ai posé la question aux intéressés, savoir si c'était un fake ou pas. C'était pas un fake. Moi j'ai trouvé ce document maladroit, quoi. Je pense que Frank Hayes, il est assez imbibé de culture sang et or pour savoir le discours. Et je pense que il y avait mieux à faire. Voilà, c'était pas. Il y a des choses qui me déplaisent là-dedans. Il y avait mieux à faire, quoi. Même psychologiquement, dans l'approche, les joueurs pouvaient nous donner et c'était pas leur demander de nous donner, quoi. Ils savent ce qu'ils ont à faire, quoi. Pour ceux qui l'ont pas lu, ce petit courrier, en fait, ça disait dans les grandes lignes, en gros, les Lillois, ça fait des années qu'ils se foutent de nous, il faut y aller, il faut leur rentrer dedans. C'est vrai que dans la forme, c'est louable d'essayer de mobiliser ces joueurs, mais je crois qu'il faut le faire d'une façon un peu plus intelligente. Alors, Lille, par exemple, a fait venir les supporters à Luchin pour justement mettre un petit coup de pression gentil à ses joueurs. Les supporters lensois avaient organisé finalement un accompagnement des joueurs au départ de leur hôtel. Donc je pense que c'est plus intelligent de mobiliser les joueurs de cette façon qu'avec des propos de supporters. Je le dis en toute transparence. Alors, à propos de supporters, je vais ouvrir une petite polémique. Vous avez vu les banderoles qui étaient dans le stade ? Non. Oui. Ouais. Il y avait notamment la banderole en anglais qui veut. Alors, la banderole qui disait We love Losk et We hate Lens. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de ce genre de banderole dans un stade où il n'y a pas de public ? Moi, je veux bien. Moi, je trouve ça déplorable. Autant, moi, j'ai la chance, je sais pas si c'est une chance, d'avoir un neveu qui est membre du COP de Lens. Donc, voilà. Donc, il m'a envoyé le drapeau Lens, machin, et c'était marqué Lillois Merda. Il dit, ça, c'est stupide. Ça peut, à part créer de la haine et de la bagarre, qu'ils mettent le drapeau de Lens s'ils veulent, mais mettent pas Lillois Merda dessus. Et quand je vois que c'est marqué dans le stade, We hate Lens, mais c'est juste idiot. Je pense qu'il y a assez de conflits dans le monde, on est assez dans la merde actuellement avec des couvre-feux à la con pour pas rajouter un truc du genre on fait la guerre, quoi. C'est pas une guerre, c'est juste une rivalité régionale. On gagne, on perd, on chambre, on est de mauvaise foi, tout ça je suis d'accord, mais pas la haine, pas les merdas et compagnie, ça c'est stupide, ça c'est trop, ça c'est stop. Georges, tu veux rebondir là-dessus ? Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est ça. Moi, c'est le Mohen, ça me considère. Enfin, j'ai beaucoup d'amis lensois, on sait se marrer, Moi, j'ai souvenir d'une période où, dans le derby, on parlait plus de rivalité que de haine. Je ne sais pas qui s'en souvient, mais les travées de Grimont-Pré-Joris, les derbys des années 80, les mecs venaient côte à côte avec une écharpe lensoise et lilloise, ça savait se taquiner. Il y avait déjà des banderoles à l'époque qui avait au moins le mérite d'être distrayante et amusante. Enfin, je me souviens d'une, ça devait être Lille ou Lens au zoo libérer les animaux, des trucs comme ça qui étaient relativement bon enfant. Et c'est vrai que ça a basculé à un moment dans un truc qui, moi, personnellement, me gâche des fois un peu le derby. Je ne sais pas, est-ce que c'est arrivé en lien avec le football d'ultra ? Et en effet, moi, je rejoins Christophe sur le Lens. Je pense qu'on pouvait l'épargner. Il n'y avait pas nécessité à, quoi. Faudra qu'un jour, les gens comprennent qu'il y a une différence entre rivalité et haine. Et je voulais juste dire un truc à propos des réseaux sociaux, parce que tu l'as abordé. Donc, moi, j'ai été voir un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Et par contre, en lisant les commentaires, je peux t'assurer que beaucoup de supporters lillois et lensois ont un ennemi commun qui est le Becherel.
Christophe C, tu as découvert donc ce soir ces banderoles, qu'est-ce que tu en penses, hein? Ouais, en fait, je l'avais vu à la télé, mais je m'en souvenais plus. C'est nul, forcément, comme ce qui a été dit à l'instant. Voilà, moi, j'ai un de mes collègues préférés qui n'est pas venu lundi. Je pense que c'est en rapport avec le match. Alors, je l'attendais toute la journée avec mon maillot sur moi au bureau. J'étais un petit peu déçu. Enfin, c'est des rivalités gentilles, sympas. Et j'aurais été tellement content d'avoir des Lensois dans le parcage et uniquement dans le parcage. On aurait été content de les voir. Enfin, voilà, ça fait partie des bons moments. Et voilà, enfin, c'est tellement dommage, c'est bête, comme tout le monde a dit, hein. Ah, moi, il y a un truc qui me gêne encore plus, c'est que ces banderoles ont été posées dans le stade alors qu'il n'y avait pas de public. Ça veut dire que je vais faire le parallèle avec la fameuse banderole Lillois Merda qui a été mise par des supporters lensois à Luchin et pour le club contre lequel le club lillois a porté plainte pour intrusion et incitation à la haine. Alors que là, ces banderoles, elles ont bien été, comment dire, presque, on a l'impression qu'elles ont été validées par le club et c'est quand même très surprenant. Elles sont restées assez longtemps et d'après ce que j'ai pu voir, c'est Christophe Galtier qui avait demandé à les enlever. Alors je ne sais pas si ce... Pardon ? Non, c'est pas Galtier, non. Et ça a été retiré à la mi-temps, mais ça n'a pas été demandé à Galtier. Enfin, c'était pas été demandé par la part de Galtier. Il avait dit, si la banderole est restée, c'est qu'elle est restée là, c'est tout. C'est qu'elle a été acceptée. Après, je pense que cette petite histoire de banderole, c'est peut-être, entre parenthèses, une petite réponse. Après, c'est peut-être idiot, on va dire. Une petite réponse à la banderole, enfin, au drapeau de Luchin, on va dire, c'est ça. Après, c'était c'est un truc bête, on va dire. C'était bête, mais ça a été retiré à la mi-temps, donc voilà. D'accord, mais moi ce qui me gêne, c'est que on peut toujours reprocher aux supporters de mettre des banderoles bêtes, il y a aucun souci. Ça, on a des fois du mal à les empêcher à leur empêcher de le faire. Mais là, il n'y a pas de supporters. Donc je me demande bien qui a mis ces banderoles. Et j'espère qu'un jour on aura la réponse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du derby. Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus ? Je peux m'exprimer là-dessus ? Bien sûr. Non, mais alors, il faut, je dirais, on peut saluer quand même Google Translation, hein, parce que lance en anglais, c'est lentille, hein. Moi, j'aurais bien voulu hate lentille, quoi. Non? Alors, on va dire que c'est certainement le message qu'il voulait faire passer. On a une direction qui est anglophone et à mon avis, ils n'ont pas vu le mal dans le message parce que entre nous, c'est vrai, les lentilles, c'est dégueulasse. Ah non. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non. Je suis pas d'accord. Un petit salé, une morceau lentille, non. Et si je peux rajouter un petit mot? Est-ce que je peux rajouter un petit mot? J'aurais dû dire à Pascal que là ils sont passés au travers, mais ils ont des convictions de jeu depuis le départ et j'espère qu'ils vont les garder un petit peu quand même, qu'ils vont les garder au maximum. En tout cas, là ils ont pris pas mal de points et c'est bien parti quand même. Donc voilà, qu'ils restent avec un état d'esprit à jouer le foot, quoi. Ce qu'on retient du week-end, c'est que voilà, malgré la défaite, on conserve 10 points d'avance sur le 17e. Le maintien, ça reste l'objectif. Et que nos adversaires directs auront à jouer Lille aussi, quoi. Donc voilà, tout n'est pas acheté. Ce match, j'ai envie de dire, on l'a déjà oublié et on se focalise sur la réception de Nantes. La jauge allait ramener à 1000 spectateurs, donc et encore, il est possible que d'ici samedi, on soit également à huis clos. C'est vrai qu'on regrette que ce derby n'ait pas pu se dérouler, je dirais, en présence du public. Après, j'ai envie de te dire qu'avec le recul, j'étais content de ne pas être au stade. Oui, surtout qu'il aurait fallu assumer après le match dans la troisième mi-temps. La troisième mi-temps aurait été difficile. Mais c'est vrai que sur ce qu'on a vu, en tout cas depuis le début de l'année, on peut pour l'instant espérer pour Lens que c'est un accident entre guillemets lié à l'adversaire et vu effectivement la politique de jeu qui est menée par Franck Hez par rapport à ce qu'on a déjà vu depuis le début du championnat avec des adversaires qui lutteront avec Lens pour la descente ou pour les dernières places, je pense que le jeu de Lens est beaucoup plus sympathique en temps normal entre guillemets quand ils ont une équipe au complet, quand ils arriveront à se positionner finalement dans les prochaines journées de championnat. En fait,
nous, en fait, là, on n'a qu'une crainte, et je crois que c'est Georges, en fait, qui soulignait ça la semaine dernière, c'est-à-dire, voilà, ce match-là peut être un tournant pour la saison, et en fait, voilà, on va voir la capacité de l'équipe à réagir. Et puis voilà, on enchaîne rapidement par la réception de Nantes. Donc voilà, on verra bien. Hein, je dirais, voilà, nous, chaque point sera bon à prendre, donc y compris avec la réception de Nantes samedi. Je crois que vous allez aborder d'autres sujets, bon, où je suis pas directement concerné, donc je vais m'éclipser. Je tenais à vous remercier de m'avoir accueilli parmi vous pour les deux dernières émissions, avant le derby et après le derby. Merde pour, je le dis, je suis pas sûr de le penser, hein, mais je le dis quand même, hein, merde pour le match d'Europa League. Et puis on se donne rendez-vous. Alors peut-être pas pour aller voir un match à Grimont-Près, mais on se retrouvera pour le derby en février. Juste pour info, Grimont-Pré-Jory, ça a été détruit, hein, je le dis au cas où. Ah merde! Non! Ouais, c'est vrai on l'a longtemps limité pour le renouveau du Lille ancien. Sinon, avant de partir, Pascal, t'as KH qui dit bonsoir, vous pouvez l'ouvrir, hein, quand même. Je sais pas, tu dois reconnaître encore KH. Comment? Ouais, KH, tu dois le connaître? Non? C'est l'âge d'or d'Aïle Losk. Pour clôturer finalement cette partie sur le derby, donc on se donne rendez-vous au mois de février dans un derby au Stade Bollaert où on espère qu'il y aura du public et on espère qu'on pourra qu'il y aura un COP lillois dans la tribune adverse ça fait longtemps que ça n'est plus arrivé. Je ne sais pas quand on remonte le dernier derby à Bollaert avec des supporters lillois dans le stade, mais on doit être pas loin de 7-8 ans. Hein. On vit quand même une sale semaine. Hein. Samedi, on apprend qu'on passe à une jauge à 1000. Dimanche, on se prend une déculottée. Et aujourd'hui, on a l'annulation du carnaval de Dunkerque. Voilà, c'est quand même des gros événements qui ont été impactés. Et on peut espérer qu'effectivement, on puisse recevoir du public en février, mais est-ce qu'il faut être optimiste? Voilà, c'est difficile de l'imaginer à l'état actuel des choses. Écoute, merci Pascal en tout cas, et puis merci de ta visite, et puis tu es le bienvenu quand tu le souhaites. À bientôt. Salut Pascal. À bientôt. Ciao. Alors, on peut passer à la deuxième partie de cette émission, donc il est 21h37. Je vous propose de passer donc à la deuxième partie, notamment donc Prague, première étape pour arriver vers le printemps, donc la qualification pour c'est les 16e de finale, c'est ça, en Europa League. Alors, est-ce que vous avez révisé sur cet adversaire depuis la dernière fois? Qu'est-ce que ça vous dit, Prague? Est-ce que ça va être un adversaire difficile pour le LOSC, en sachant qu'il y a une information que vous n'avez peut-être pas, c'est que ça fait maintenant qu'il y a une interruption en fait du championnat tchèque depuis pendant 15 jours. Donc le Sparta n'a pas joué en championnat depuis début octobre, et on parlait même à un moment de la délocalisation du match d'Europa League. Au final, on ira bien jouer au Generali Stadium, je crois que c'est le nom commercial du stade du Sparta. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est un peu particulier. Alors, que pensez-vous de ce match? C'est un match piège? C'est un match difficile? Qui veut commencer? Arnaud? Ce sera à huis clos, d'après ce que j'ai compris, parce que je suis sur le site officiel de Sparta de Prague, là, et ils indiquent bien que ce sera à huis clos, déjà d'une part. Et c'est que ça fait 15 jours qu'ils n'ont pas joué. Est-ce qu'il y aura ce manque de compétition derrière? Est-ce que ce sera peut-être une chance pour nous de le jouer? Et d'après ce que j'ai lu un peu sur les différents forums de Prague, alors merci Google, on va dire, hein, mais ils sont assez impressionnés par notre équipe. Et ils signalent quand même que Mike Maignan n'a pas pris de but depuis 5 matchs, enfin le fameux clean sheet, et ils signalent aussi le score que 13 buts marqués et 2 encaissés simplement. Ils disent quand même qu'ils sont très très forts, Lille, donc on verra bien si on leur fait peur. On aura appris une information essentielle, c'est que Arnaud lit couramment le tchèque. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, Prague est premier de son championnat. D'ailleurs, on est sur une poule où Milan est premier de son championnat à l'heure d'aujourd'hui. Prague est premier de son championnat, Lille est premier du championnat, il n'y a que le Celtic qui est mal classé, qui est deuxième du championnat écossais. Donc la poule
d'Europa c'est League costaud. est très élevé. Donc, je reviens à ma question initiale. Prague, qu'est-ce que vous attendez de ce match? Allez, Christophe D, je te sens prêt. Moi, je suis dans l'inconnu la plus complète. J'ai pas les notes sur Prague prises par Mavuba, donc je sais pas bien où. Non, franchement, je sais pas du tout. Je sais pas qui joue à Prague. J'en sais rien du tout. Je suis un peu comme les gars qui disent oh, c'est loin, doit être plus fort qu'eux. Mais on a bien perdu contre des équipes complètement perdues de Russie ou de je ne sais où. Donc, j'en sais rien. Je viens d'apprendre aussi qu'ils n'avaient pas joué depuis début octobre. Donc, bon, je pense que franchement, sur la lancée actuelle, s'ils n'ont pas joué depuis début octobre, on doit pouvoir leur faire mal dans l'impact tout de suite. Et donc, je pense que voilà, ça doit pouvoir passer, mais j'en sais rien. Quoi. Mais j'en sais vraiment rien. Je sais pas du tout. Je sais pas quoi en penser de ce match. Il n'y a que des Prague, Tchèques quasiment. Il n'y a que des Tchèques Ouais. et puis il y a simplement, d'après ce que je vois, un Norvégien et un Suédois. Sinon, il y a un très bon attaquant, Ouais. un jeune de 20 International. ans qui est déjà à 6 buts et 4 passes décisives, d'après ce que j'ai vu. Donc, C'est ça. ça peut être pas mal. On peut pas échanger. Visiblement, ils ont une bonne attaque avec des jeunes, effectivement, qu'il faudra surveiller. Ils sont premiers de leur championnat. Alors, malgré ça, Prague, c'est un bon souvenir. Est-ce que vous vous souvenez d'un match de Lille à Prague? Oui, Alors, c'était pas contre le Sparta, c'était contre Slavia. le Slavia. Slavia Prague. qui est le RC Lens du Sparta de Prague. Enfin, sauf qu'eux, ils terminent souvent premier du championnat. Et on avait gagné, je crois, 5-1 là-bas en match aller et 3-1, je crois, au match retour. C'était au Stadium Nord à l'époque. Alors, je ne sais pas si ça va être aussi facile que contre leurs voisins, mais en tout cas, c'est un match où il faudra certainement se méfier. Alors, Christophe C, est-ce que tu t'es documenté sur le foot tchèque? Écoute, j'ai regardé un petit peu. Alors effectivement, ils ont un attaquant plutôt jeune, sympa, qui marque pas mal de buts. J'ai regardé tout à l'heure, hein, ça joue en 3-5-2 et ça claque des buts. Hein. C'est une bonne moyenne de 3 buts par match depuis le début du championnat en tout cas. C'est costaud derrière. Là, on va avoir vraiment un test pour notre défense. Je pense qu'on parle de ça depuis le début de l'émission. De toutes les émissions, à chaque fois, on se dit ça va être un test pour notre défense. Mais là, je pense qu'on va l'avoir quand même. Devant, ça joue. Enfin voilà, le petit international, là, c'est vraiment bien. Donc, je pense que ça va être un match plutôt sympa. Georges, tu as un avis sur ce Tchèque, hein? Est-ce qu'ils peuvent barrer la route du LOSC? Je sais pas. Ouais. Je pense que c'est le football tchèque un petit peu baissé, mais c'est pas pour ça que chez les Tchèques, il y a que des équipes en bois. Donc, Oui. je pense qu'il faudra faire attention. Mais non, ce que je pense surtout, moi, c'est que ce match, il est primordial parce que je vois aussi à l'horizon, il se profile un aller-retour direct avec le Milan AC. On va les jouer au pire moment où on peut les jouer dans une poule, c'est-à-dire sur les 3e et 4e matchs. C'est-à-dire un moment où il y a encore beaucoup d'enjeux. On sait que les Milanais vont être à fond. Et cette année, par contre, Milan m'impressionne beaucoup sur son début de saison. Donc, je pense qu'il faut vraiment engranger des points. Mais on a évoqué un peu l'aspect presque le fait qu'ils n'aient pas joué depuis 15 jours, le fait que le football tchèque soit un peu en déclin. Il n'empêche que c'est jamais des matchs évidents, on s'en rend compte, hein, même quand des fois on se promenait dans le championnat. Enfin, je repense aux années Garcia où on se baladait en championnat, on se rendait compte que les matchs de Coupe d'Europe étaient d'un autre acabit, peut-être qu'il y avait une pression différente. Donc, moi, j'ai quand même confiance. Moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est la capacité d'équipe du LOSC à gérer ces matchs. Je repense la fin de partie contre Lens où je les ai vus vraiment mettre le pied sur ballon et je pense qu'ils avaient déjà la tête à Prague. Donc, je pense que de la part des joueurs lillois, je ne m'attends pas à une défaillance type ce qu'on avait connu au Kazakhstan il y a 3-4 ans. Je pense qu'ils joueront le match à fond. Maintenant, l'inconnu, c'est cette équipe, quoi. Voilà. Rio Mavuba, qui est un témoin privilégié, je crois que c'est Christophe qui en parlait tout à l'heure, a témoigné notamment sur le site de La Voix du Nord ou le site du LOSC son passage à Prague. Alors lui aussi, je crois qu'en résumé, il pense que Lille a ses chances, mais il souligne également l'expérience européenne qu'a le club de Prague, même si ce sont des jeunes joueurs. C'est un club qui a l'habitude de ce genre de compétition, qui a terminé, je crois, en quart de finale il y a 3-4 ans de l'Europa League. Donc même si effectivement
effectivement, ils sont beaucoup moins flamboyants et performants qu'il y a une 10, 15, 20 ans. Le football tchèque a encore quelques restes et il faudra se méfier. En tout cas, il faudra être présent. Il ne faudra pas prendre ce match à la légère. Et bon, en tout cas, les premiers échos qu'on a de Christophe Galtier sur son envie de mordre dans la Coupe d'Europe me rassurent un peu sur la façon dont les Lillois vont prendre ce match. Juste pour terminer ce petit tour en Europa League, on a appris aussi la semaine dernière que visiblement, on savait déjà, il n'y aura pas de déplacement pour les 3 matchs de poule. Il n'y aura certainement pas de public pour Lille Celtic, qui est le prochain match à domicile. Alors c'est pas trop frustrant justement une Europa League dans ces conditions? Christophe C. Ah si, grosse frustration parce que moi on en avait déjà parlé la dernière fois, pour moi c'est les déplacements et les gros matchs comme ça au Celtic, au Milan, enfin voilà, c'est des choses qu'on attend tous, hein, donc évidemment que c'est une frustration, mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. L'autre Christophe, tu veux rajouter quelque chose? Oui, ça fait un peu Coupe d'Europe de salon, quoi. Voilà, et comme les bandes son comme on a mis à Lille, et puis on est sur la PS4, quoi. Je joue jamais à la PS4, je suis nul, mes enfants me jettent chaque fois que je veux jouer, mais je veux dire, voilà, on a l'impression que on joue dans un décor en carton, quoi. C'est un peu pas terrible quand même. Georges. On parlait tout à l'heure d'ailleurs des chants enregistrés. Moi, ça m'a rappelé, on en parlait avec le fiston, les faux rires des sitcoms, quoi. On crée une ambiance artificielle. Et moi, le voyage à Glasgow, en temps ordinaire, c'était programmé. J'avais le ticket de bateau. Même si l'Écosse en décembre, les jours sont courts, il y avait le voyage fabuleux dans un stade extraordinaire avec un public mythique. Tout ça, faudra juste espérer qu'on retrouve une fois le Celtic ou un gros club écossais, parce que ça, c'est une vraie frustration pour le coup, quoi. Après, évidemment, San Siro, pareil, c'est des beaux rendez-vous. Celui-là en particulier m'embête un petit peu. Alors, le seul point positif, c'est que dans le stade du Celtic, qui sera normalement vide, ce sera peut-être pas plus facile, mais en tout cas moins difficile que dans un stade qui serait plein avec l'ensemble des supporters qui soutiennent leurs joueurs. Arnaud, est-ce qu'il y a des réactions sur le chat, hein? Oui, on a Cash toujours qui dit que faudra absolument jouer en Europe parce que c'est l'exposition des joueurs, donc c'est un peu le but du jeu au niveau des Lillois, du club lillois, de faire montrer au monde entier que les joueurs lillois sont très bons aussi derrière, j'en ai peur. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi la Loutre, qui est supporter de Lille au Québec, qui est là aussi, qui vient de dire aussi que le match de Prague, c'était aussi la révélation de Arnaud Souquet. Parce que je sais plus s'il avait marqué un doublé ou il avait marqué un but. En tout cas, il en a marqué un, c'est sûr. Mais je sais pas s'il a marqué un doublé. Juste après être rentré, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc, c'était remarquable. Donc, après, on verra bien. Mais je pense que, là, il y avait KH qui vient de le dire aussi, au niveau des paris sportifs, des bookmakers, Lille est favori au niveau de Prague. Ils ont une cote de 2,18 alors que Prague a une cote de 3,10. Donc c'est très très bon. Si ça pouvait être vrai, tant mieux. Il ne reste plus qu'à aller faire quelques paris sur les sites spécialisés, quand ma connexion Internet sera réparée, bien sûr, parce que pour l'instant, je suis dans l'incapacité de le faire. On a parlé de la Coupe d'Europe après avoir parlé du derby. Il nous reste à évoquer le dernier sujet de l'émission, le prochain match de championnat. Alors, les hasards du calendrier font que nous rencontrons Nice, qui est 4e du classement, donc qui est très bien classé après sa victoire à Saint-Etienne, et surtout qui est dans la même configuration que nous. Nice ira, je crois, au Bayer Leverkusen. Alors, je ne sais pas s'ils vont là-bas ou s'ils les reçoivent, mais jeudi soir. Donc en fait, il n'y aura pas de difficulté, il n'y aura pas de différence de gestion du match, de gestion de la fatigue. On a des équipes qui ne seront pas avantagées l'une par rapport à l'autre. Alors comment vous voyez ce match face à Nice? Christophe C. Allez, Christophe C, est-ce que tu as... Alors, ouais, moi j'ai hâte de voir ce match parce que déjà c'est un match de retrouvailles. Donc on va retrouver Lopez,
et notre ami Dante, donc ça peut être un petit rendez-vous sympa. Donc, puis c'est une équipe qui joue, voilà, qui reste sur des bons résultats, comme tu viens de le dire, hein. Ça vient de gagner 2 matchs de suite, un petit nul à Bordeaux. Donc, en général, bon, même là, si ça a été maladroit, comme tu l'as souligné, contre Saint-Étienne, bon, bah, ça gagne, ça gagne. Donc, ça prend des buts aussi. Voilà, donc je pense qu'il y a moyen, avec notre vitesse devant et au milieu de terrain, de franchir ce cap. Voilà. Après, nous, on a le déplacement. Alors, je ne sais pas si eux jouent à l'extérieur ou à domicile leur match de Ligue j'allais dire de Ligue des Champions, mais de Ligue Europa. Mais voilà. Est-ce qu'on sera remis physiquement de notre déplacement? C'est aussi un point important, hein. Donc là, on va accumuler pas mal aussi de rencontres comme ça. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce match, en tout cas. Et il se déplace à Leverkusen. Il se déplace. Il se déplace, c'est bien ce qui me semblait. Oui. Christophe C, tu as vu le match, je crois, contre Saint-Étienne? Ouais, alors j'ai pas tout vu parce que c'était vraiment pas un bon match, hein. Donc j'ai coupé, j'ai repris à la fin. J'ai vu les grosses erreurs de Saint-Etienne au début. Et j'ai vu aussi un Nice, mais très très fébrile aussi. Alors je sais pas si c'est le match qui faisait ça ou quoi. Bon, Saint-Etienne a été nul, hein. Voilà. Ils étaient vraiment. Il y avait rien. Il y avait juste Amouma qui essayait de faire bouger son attaque, mais le reste, c'était vraiment triste. Et à l'arrière, c'était vraiment très 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 triste. Ils se mettent 2 buts eux-mêmes, donc sur les 3 buts de Nice. Et Nice, j'ai trouvé que c'était. Enfin, Benitez était vraiment, vraiment pas en forme. J'espère que ça comme ça contre nous, parce qu'il a quand même donné 2 ou 3 balles aux attaquants adverses. Alors, comme je dis, ils étaient nuls, donc ils ont tiré à côté, ils n'ont pas marqué le but, mais il était vraiment pas dedans. J'espère que ce sera pareil avec nous. Dante n'a pas été impérial du tout. Donc ça, c'est pareil, ça peut être contre nous aussi, ça serait bien aussi, avec des maladresses et des relances un peu hasardeuses. Et le milieu de terrain de Nice, franchement, moi je pense que si on met l'impact au milieu, on gagne aussi, on gagne sans trop de problème. Et le truc qui m'intéresse aussi, c'est de savoir ce que va faire Galtier par rapport à son effectif. Vu l'effectif qu'on a cette année, franchement, on a doublé tous les postes. Je pense qu'il devrait faire comme faisait Vaïd, changer 4 joueurs par match, parce que c'est pas mal, ça maintient le groupe en forme et puis en concurrence. Et pas faire comme faisait Garcia, mettre 8 joueurs de l'équipe B pour faire jouer en Coupe d'Europe et revenir avec une équipe type en championnat, parce que ça marche pas, quoi. Ça marche pas ni en Coupe d'Europe, puis en championnat, ça s'use. Donc j'espère qu'il fera ça, Galtier, et s'il fait ça, moi je suis assez très très confiant contre Nice. Autant Prague, je sais pas qui ils sont. Donc, mais autant Nice, je les ai vu jouer 2 fois cette année, une fois qu'on a un peu un bout contre Lens, et là, pour moi, on est au-dessus. Bon. C'est vrai que le résumé du match Saint-Étienne contre Nice, et notamment les différents buts, ressemble plus à un extrait de vidéo gag qu'un match de championnat de Ligue 1. C'est quand même sidérant. Georges, tu as vu ces images? Que penses-tu de Nice comme adversaire? J'ai vu l'exploit de Moulin, surtout. Ouais, en fait, moi, je les ai vus sur le premier match aussi contre Lens, où bon, c'était début de saison, contexte un peu différent, mais une victoire où ils s'en sortent bien. Face à Lens, le 2-1, Lens pouvait revendiquer nettement mieux à Nice, quoi. Et donc, j'ai quand même perçu, je pense, un jeune joueur qui est dans l'effectif, qui est formé à Lyon, dont je ne sais plus le nom, qui avait fait très mal, par contre, au Lensois. Et donc, Gourini. Gourini, c'est ça. Donc, il y a quelques individualités. Ça reste quand même une équipe de haut tableau, mais ouais, je pense que comme Christophe, c'est à portée, quoi. C'est pas. Il s'annonce un petit peu comme un futur prétendant du haut de tableau pour les années à venir, mais je ne les vois pas encore tout à fait, en tout cas sur ce que j'ai vu. Je pense qu'il y a beaucoup de lacunes. On parlait de Dante. Dante, ça fait quand même une paire de matchs où il est très loin du niveau qui a été le sien il y a quelques années, quoi. C'est très vieillissant de ce point de vue-là. Donc, je pense que il y a moyen de faire un résultat très intéressant à Nice, ouais. Arnaud, des réactions sur le chat? Non, mais par contre, au niveau du match de Nice, ouais, je pense comme tous les autres, comme Christophe et Georges aussi, je pense que c'est un match qui peut être, si on n'a pas de blessés ou quoi que ce soit au niveau du match de la Coupe d'Europe, et si on n'est pas trop fatigué derrière aussi, je pense que c'est un match qu'on peut aussi bien prendre en main et puis et gagner aussi. Je veux pas dire qu'on va gagner facilement comme contre Lens, mais je pense sérieusement qu'on peut
qu'on peut gagner. Parce que quand on voit déjà les 3 derniers résultats, 2-0, 3-0 et 4-0, on dirait qu'on est reparti un peu sur la même dynamique qu'à l'époque où on avait fait des 4-0 à tout va à un moment donné. On évoquait, il y a une autre stat qui n'a pas été évoquée, mais qui donne aussi une idée d'aspect impressionnant, c'est que Lille est invaincu, mais en plus n'a jamais été mené au score depuis le début de la saison. C'est vrai. Ils n'ont jamais été menés à aucun moment. Quoi. Ce qui est... Bon, il n'y a pas de raison que ça s'arrête effectivement à Nice. Alors, je reviens un peu sur ce que disait Christophe tout à l'heure. Au niveau de la gestion d'effectifs par Christophe Galtier, bon, d'abord, Christophe Galtier a clairement annoncé qu'il jouerait l'Europe. Hein. C'est une vraie ambition pour lui. Et je trouve que dans les remplacements qu'il fait depuis quelques matchs, on voit cette gestion de l'effectif. On voit par exemple contre Lens, il sort Yilmaz assez tôt dans le match. Il fait rentrer Jonathan Iconé pour qui est remplaçant depuis quelques matchs, mais on sent qu'il prend de plus en plus de place quand il rentre dans l'effectif. Donc je serais vraiment surpris qu'il fasse une grande révolution dans son groupe, mais par contre des retouches effectivement pour faire tourner, notamment sur les postes où il a un banc de touche qui permet de faire tourner. Alors vous pensez qu'il va mettre qui en titulaire en attaque pour le match de Prague? Je reviens sur le match de Prague pour justement préparer le match de Nice. Toujours Jonathan David? Ouais, je le vois pas changer. Oui. Ouais, je pense qu'il va pas changer non plus, non. Je pense qu'il va remettre les mêmes que contre Lens. Pas partout. Hein. L'attaque, oui, mais le reste, peut-être pas. Alors, l'attaque ici, après, c'est Wea. Ouais. Moi, je me demande s'il n'y aura pas une titularisation quand même d'Iconé. Je ne sais pas. Oui, je pense qu'Iconé jouera, mais sur un côté ou en support. Ouais. Je vous avais tendu de perche avec Jonathan Iconé. Hein. Je pense qu'Iconé va jouer. Je pense que Tcheka jouera aussi. Peut-être Rinaldo aussi à l'arrière. Ah, je suis pas sûr parce que moi je les vois pas changer trop de. Et je pense qu'il y aura du changement facilement au niveau durant le match, mais en titulaire, je pense qu'il va remettre les mêmes parce que ça marche très bien là. Et après les remplaçants vont. Je pense que Yilmaz il va sortir à l'heure de jeu parce que là je pense qu'à un moment donné il va tirer la langue parce que c'est vrai qu'il se défonce énormément en attaque. Vu que Jonathan David il est pas non plus à la perfection, il faut qu'il fasse le boulot derrière. Mais après je pense qu'il y aura du changement par la suite. Mais moi, je vois bien les titulaires de contre Lens démarrer le match contre Prague. Il est 21h57, ça fait 57 minutes d'émission. Il nous reste une dernière habitude à réaliser, le moment des pronostics. Alors, qui veut commencer? On va commencer par Arnaud, il avait la parole. On va le laisser inaugurer la série des pronostics. Alors, il y a un double pronostic, hein, Prague et Nice. Ah, moi, je vois le même pronostic, 0-1 et 0-1. Voilà. Les buteurs? Bon, buteur, allez, soyons fous. Jonathan David, comme j'attends toujours depuis le début, contre Prague. Et Yazici contre Nice. Georges? Alors, on va dire un 3 à Prague. Allez, ils déchirent donc avec des briscards de l'Europe. Donc, il y aura un but de Yilmaz, sûrement. Iconé marque pas trop. Donc, alors, Yilmaz, on va dire Bamba. Et puis, un but de derrière, le but de Botman. J'aimerais bien le voir arriver. Et à Nice, je voyais un 1-0 aussi. Donc, je vais garder le 1-0. Avec le premier but de David, quoi. Christophe C. Moi, je verrais bien une victoire 2-1. Parce que j'ai regardé quand même un petit peu, et Spartak ça joue quand même pas mal. Donc, victoire de Lille 2-1 avec un but de Bamba et un de Yilmaz, ouais. Et une victoire 2-0 de Lille à Nice avec un but d'Iconé et un de Sanchez. Je le vois pas trop changer son effectif là. Christophe D. Alors moi, Prague, c'est au pif, hein, complètement. Bon, je dirais 2-1. Bon. 2-1 pour Lille. Tu peux donner le buteur tchèque? Alors, le buteur tchèque,
évidemment. Arskolsson, le Norvégien, qui est très connu. Non, Moi, je comprends. Par Nedved donc, ou Panenka. Non, s'il y a des buteurs pour Prague, moi je dirais que j'espère. Je vois bien un but de la défense sur un corner, genre Fonte qui met une tête, et puis derrière Bacheka qui est titulaire et qui marque. Voilà. Moi des buts un peu sur des phases un peu cafouillées. Et puis à Nice, moi je dis 2-0, 2-0 et j'espère un but de David et un but de je sais pas qui. Allez, on va dire André. Allez. Ok, alors moi je vais vous donner mes pronostics. Ils sont identiques, hein, c'est 2 fois 0-2, avec comme c'est les vacances de Toussaint, un but de David et un but de Jonathan. Je vous laisse choisir lequel des Jonathan. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des 3 sujets. Je voulais vous remercier de cette participation active. Merci Georges, merci Christophe et merci Christophe. Merci Arnaud pour cette technique très aventureuse ce soir pour les questions de connexion, mais vous avez vu, ma connexion, elle a tenu jusqu'au bout, même si j'ai eu quelques messages d'alerte parce que j'arrive au seuil bientôt, donc ça devrait couper. Merci à Pascal de Lançon Online de sa visite très sportive. Je crois que c'était pas facile de venir s'exprimer, mais il a toujours été très raisonnable dans ses propos et je crois qu'il l'a encore été ce soir. Merci à tous les internautes qui ont suivi l'émission en direct. Merci à ceux qui ont réagi sur le chat de Twitch et sur les commentaires du groupe Facebook. Merci à ceux qui ont réagi également sur le forum Allez le LOSC. Je vous souhaite une très bonne semaine lilloise avec ce double rendez-vous à Prague et à Nice. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans, j'espère, de meilleures conditions techniques. Et bien sûr, pour cette semaine, double Allez le LOSC. À bientôt, au revoir. Bonsoir tout le Bonsoir. monde. Allez.